Bonjour tout le monde. Alors, abonnez-vous, le pouce, Taratatouin, tout ça, tout ça. Euh, les mamans des soldats, je vous en ai beaucoup parlé hier parce que là, j'ai rien, donc enfin, j'ai pas grand-chose. Voilà, si vous pouvez, ben lâchez-vous, voilà. Comme je vous explique à chaque fois, alors j'ai rien dit pendant peut-être 15 jours là et j'ai reçu zéro. Voilà, voilà le résultat de rien dire. Vous recevez rien. Donc si je vous le rappelle pas à chaque fois, vous y pensez pas. Donc je vous le rappelle, les mamans des soldats ont besoin de vous. C'est pas pour acheter des canons César, c'est pas pour acheter des uniformes et des armes pour les soldats ukrainiens entraînés en France. C'est pour des mamans pour qu'elles se réunissent, parce que ici c'est. Mais en Ukraine, ce serait pareil. Hein. S'il y avait des gens qui faisaient ça avec les mamans des soldats ukrainiens, je dirais bravo. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, pas celui que je vous ai dit, là, l'hôtesse de l'air. Lui, il envoie des armes pour tuer les soldats ukrainiens, dans le dos. Bref. Donc là, c'est bien pour les mamans, pour acheter. Quand elles ont une urgence, par exemple, leur fils leur demande, maman, est-ce que tu pourrais envoyer. Alors la dernière fois, c'était une pompe, parce que là où ils sont, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, il n'y a pas de pompe. Donc les mamans achètent une pompe, donc avec vos dons la dernière fois, le mois dernier, je crois, ou un mois et demi avant. Elles ont acheté, j'ai mis toutes les photos sur Telegram, une pompe et puis d'autres choses, je sais plus quoi encore, un tuyau, un grand tuyau d'arrosage pour aller avec la pompe, pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Voilà, ce genre de truc. Donc ça, là, bon, bah là, c'est pas des armes de guerre, hein, ils envoient ça pour leurs enfants, pour qu'ils aient un petit peu plus de, on va pas dire de plaisir, je sais pas comment dire, de plaisir d'être là-bas, bon, bref. Bon, voilà. Donc, pensez-y, s'il vous plaît, si vous pouvez, j'attends vos dons avec plaisir. Alors aujourd'hui, figurez-vous qu'hier soir et ce matin, j'ai reçu des messages beaucoup plus précis que de ce que je vous dis d'habitude du front en Ukraine. Et donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo en plus pour vous lire un petit peu tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai noté de ce qu'on m'a dit, parce que c'est des messages vocaux en général. Alors déjà, il faut que Elena me les traduise, parce qu'il y a des trucs qui parlent tellement vite des fois que je comprends pas. Donc c'est Elena qui a traduit tout ça. J'ai allumé mon micro, oui. Alors, je vais commencer, ça va pas durer des heures, hein, mais ça va vous montrer l'état du front, en fait, sur une petite zone. Et vous allez voir que, bon ben, rien qu'avec tout ce que je vais vous dire, ça prouve, ça démontre que ça avance énormément. Alors, on va commencer par la ville de Kouliakovo. Donc là, vous avez eu quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que s'était installée temporairement une unité ukrainienne qui s'appelle Ptaki Madiara, et qui est une unité de, comment on appelle ça, de manipulateurs, de pilotes de drones, voilà, de divers drones. Bon, c'est des spécialistes des drones qui font beaucoup de dégâts, hein, côté russe et côté ukrainien. Les drones, moi, c'est ce que je dis, c'est à se demander si les tanks, gros blindages, tout ça, qui sont détruits par un petit drone à 500 euros, est-ce que ça vaut encore le coup que les pays fassent des tanks, hein. Peut-être un petit peu, mais pas. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette unité? Donc, ils se sont installés dans la petite ville de Kouliakovo et les départs des drones ont été repérés par satellite et ils se sont pris une FAP 3000 sur le côté de la poire. Donc, l'unité a été détruite et parce qu'une FAP 3000, ça vous fait ça explose, oui, ça fait des dégâts là où ça explose, ça, il n'y a plus rien, il reste rien, mais par contre, sur des centaines de mètres autour, ça vous fait un choc qui vous bousille tout l'intérieur, quoi, qui vous retourne les boyaux à la place des poumons, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et le cerveau aussi. Donc, d'après les photos satellites qui ont suivi, ils ont trouvé, et les drones qu'ils ont envoyés de reconnaissance, ils ont trouvé à peu près 50 opérateurs de drones qui étaient morts. Donc c'était quand même une grosse unité, hein.
50 opérateurs, c'est quand même pas mal. Donc eux, terminé. Ensuite, un autre village, tout ça c'est dans la même zone, hein. Si je me trompe pas, je crois que c'est dans la zone de Donetsk, mais je suis pas sûr. Ils m'ont pas dit, et j'ai pas été voir où sont ces villages. Alors, Ismaïlovka. Alors là, il y a la 114e brigade d'infanterie mécanisée qui a pris cette petite ville hier. Voilà. Ils ont installé un drapeau russe sur le bâtiment le plus haut, etc. Et puis, dans leur progression, ils ont aussi pris la partie est de Novosilidovka, qui doit être certainement le petit village ou la petite ville qui est juste après. Donc vous comprenez, ils arrivent, hier, ils ont pris cette ville, en une journée, quoi, ou 2 jours peut-être, et directement dans la suite, ils sont partis prendre le bled d'à côté. Ensuite, on va parler d'une région, d'un village, une petite ville qui s'appelle Gorniak. Donc là, il y a des combats en cours actuellement, ils y sont là. D'ailleurs, le message que j'ai reçu, c'est pas on y est, c'est on y va. On part là-bas. Bon. Les Ukrainiens sont dans le sud de la ville, et dans cette ville, dans la zone qui a été prise par les Russes, il y avait la 154e brigade ukrainienne, d'infanterie j'imagine, qui est complètement détruite. De plus, ce qui reste de la ville, les Russes sont en train de, enfin plutôt comme ça, sont en train de faire le tour. Là, ils sont arrivés là et ils sont en train de faire ça, de faire une poche et la poche est bientôt fermée pour prendre cette ville. Après, Silidovo. Donc là, le nettoyage est en cours et les instructions ont été d'y aller doucement, d'y aller tranquillement, pas de pertes inutiles, pas de soldats morts inutiles, y aller doucement. C'est-à-dire beaucoup de bombardements, et donc il est estimé que les Ukrainiens, alors ça je l'ai vu sur une autre vidéo aussi, parce que j'ai regardé des vidéos depuis hier soir pour confirmer un peu tout ce qu'on me disait. Je voulais essayer de vous mettre des images, mais j'arrive pas à en trouver. À chaque fois, il y a des incrustations dans les vidéos, et je peux pas mettre ça sur YouTube parce que tout de suite YouTube va me bloquer parce que c'est pas ma vidéo, parce que si, parce que ça. Donc je peux pas vous le mettre. C'est dommage, mais bon. Donc il y a un nettoyage en cours sans précipiter les choses, et les Ukrainiens vont être obligés de s'enfuir dans peu de temps. Ça c'est presque sûr, parce qu'ils reculent, ils s'arrêtent, ils reculent, ils s'arrêtent, et puis à un moment, c'est la fin de la ville et ils vont être obligés de se barrer. Ensuite, Novogorodovka. Alors là, il y a des combats sur le territoire de la mine de la ville. C'est surtout la mine qui intéresse tout le monde. Chaque armée envoie des renforts assez conséquents des deux côtés. Donc les Ukrainiens veulent vraiment garder cette mine. Les Russes sont en train de prendre toute la ville. Il va rester que cette petite mine, enfin petite mine, elle n'a pas l'air d'être petite, mais il va rester que cette mine. Je vois pas trop l'intérêt d'envoyer des renforts pour garder cette mine qui va être prise de toute manière. À part faire tuer des soldats, je vois pas trop. Enfin, si c'était mon avis qui était pris en compte, ils arrêteraient la guerre tout de suite, pas pour leurs intérêts personnels, politiques, etc. Excusez-moi, je reçois un message en même temps, justement, je regarde si c'est pas un truc, mais non, c'est pas ça, c'est Elena qui m'écrit. Donc oui, alors donc j'ai pas bien centré ma truc là. Voilà. Donc ils se battent pour cette mine. Toujours est-il que, à la manière russe depuis un certain temps déjà, hein, ils sont en train d'encercler tout ça. Et ils sont à 2-3 km de fermer le... Donc même s'ils sont à 2-3 km, ça veut dire que les troupes qui sont là peuvent bombarder les 2-3 km, et donc c'est comme si c'était fini pour eux, quoi. Alors ensuite, une autre ville qui s'appelle Toroyetsk. Alors là, il y a une colonne blindée russe qui est rentrée comme ça, et qui a pénétré toute la défense ukrainienne, et qui est partie à plusieurs kilomètres
Donc on va dire que cette zone est prise parce que les soldats qui sont dans les tranchées là, ils vont soit se rendre, soit parce qu'ils ont plus rien quoi, ils ont plus de renfort, ils ont plus rien. Donc ça c'est à Torietsk. Ensuite Chassoviar. Donc là on en a parlé pas mal. Alors à Chassoviar, euh, c'est des mercenaires brésiliens qui sont là et qui résident dans la ville. Bon, au nom de quoi? Je sais pas. Au nom du Saint-Pognon, certainement. Ils pensent qu'ils vont être remerciés grassement, alors que ça sera pas le cas. Ensuite, Seviarsk. Alors là, les Russes n'ont pas rigolé, et sur toute la zone, il n'y a pas que Seviarsk, c'est sur toute la zone, on m'a dit, et j'ai vu. Bombardement massif russe et tentative d'encerclement en cours. Alors quand je vous dis massif, c'est massif, c'est-à-dire que il y a des FAB 150, il y a des FAB 500, des FAB 1500 et des FAB 3000 qui tombent partout, plus le bombardement d'artillerie, enfin bon, les mecs qui sont là-dessous, c'est l'enfer. Donc, bon, voilà, ça va bientôt se rendre tout ça, je pense. Ensuite, Sud Kupiansk, et plus spécialement le village de Novosadovo. Alors, il y a une bataille de blindés russes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des blindés en face, mais il y a des blindés russes qui sont engagés et qui avancent malgré les tirs et la résistance. J'ai vu des vidéos, ça c'était sur un site russe, où j'ai été voir un peu sur cette zone, qu'est-ce qu'ils disaient hier sur cette zone, et justement j'ai vu des vidéos où on voit une colonne de blindés russes qui avance droit devant, sans s'arrêter, qui se prend des missiles anti-chars à gauche à droite, ça n'arrête personne, on voit un blindé en flammes, mais ça doit être quelque chose de pas important qui brûle, donc ça continue, peut-être des pneus ou j'en sais rien qu'ils ont sur les tanks. Donc ils continuent et on les voit avancer comme ça, malgré les tirs qui leur arrivent dessus. Alors, les Russes sont en train d'effectuer encore une sorte d'encerclement, mais je pense, un commentateur dit que il y a un pont qui n'a pas été détruit par les Russes. Je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès pour laisser une opportunité aux unités ukrainiennes qui sont là de se tirer quoi. Et parce que sinon, je pense qu'il y a longtemps que le pont aurait été détruit. Alors, il faut savoir à propos des ponts russes et ukrainiens, il faut que vous sachiez une chose qu'on m'a dit ici, à la mairie, on m'a dit des ingénieurs m'ont parlé de ça. Les ponts russes et ukrainiens, évidemment, ont été construits pour résister à des explosions nucléaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas pont plus solide que les ponts russes. D'ailleurs, vous pouvez le constater dans le pont qui va de Russie à la Crimée. Quand il y a eu cet attentat avec ce camion bourré d'explosifs, ça a fait exploser un petit morceau. Ça n'a rien fait écrouler du tout. Il y a un petit bout qui a fait des trous, enfin ça a fait un gros trou, ça a été réparé en une semaine, même pas. Et hop, et c'est reparti. Et vous pouvez voir aussi ça sur des ponts qui ont été bombardés par des missiles alors, qui sont très précis, vous voyez, que ce soit ukrainien ou russe, que ce soit des HIMARS. Alors l'exemple que j'avais eu, c'était des HIMARS, c'était deux HIMARS. Ils étaient tombés sur un pont russe, enfin en Ukraine, et, euh, et ça avait fait deux trous. Mais c'est tout. Le pont, il est toujours là. À la rigueur, vous mettez des planches et vous passez, quoi. Bon, il n'y a pas plus solide au monde que les ponts russes qui ont été pensés et construits pour résister aux explosions nucléaires. Je ne sais pas si vous le savez aussi, dans le même style, c'est que en Russie, il y a un véhicule qui s'appelle Bukhanka, qui est en forme de gros pain, là. Vous savez, un truc un peu rond, là, un peu bizarre, qui va partout, que quand moi je me suis trouvé embourbé avec ma voiture, c'est un copain avec ça qui est venu. Lui, il s'est amusé dans la boue, la neige, là où moi j'étais enfoncé, pas de problème, faire des demi-tours, des machins. Il m'a accroché la voiture et il m'a sorti de là, sans problème. Et ce véhicule, aïe, si je vous mets un coup de pied, ça va pas. Et ce véhicule, en fait, a été créé à l'époque pour la guerre nucléaire. C'est-à-dire que ce véhicule peut être camouflé, renforcé à toutes ses ouvertures avec des trucs spéciaux pour que l'air ne rentre pas.
Et vous avez la possibilité, si jamais vous êtes en rade et qu'il y a eu une explosion nucléaire, d'ouvrir le capot de l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de sortir du véhicule, ça s'ouvre de l'intérieur. Vous savez, comme les estafettes qu'on avait dans le temps. Moi, j'avais ça dans la police au début. On avait des J7, je crois. Je sais plus comment c'était, ce que c'était. Puis des trucs qui ressemblaient justement en Buranka. Là, c'était des estafettes. Ouais. C'était un peu rond aussi. Et le moteur était au milieu entre le chauffeur et le passager. Vous aviez une espèce de grosse boule, vous tiriez un truc, hop, vous ouvrez, puis le moteur il est là en fait. Ça a été fait sur ce principe-là aussi. Donc ces véhicules ont été faits pour la guerre nucléaire. Voilà. Chose qui, je pense, si les États-Unis s'en prenaient plein la tronche, ou même la France aujourd'hui, ou même des pays européens, il n'y a rien de fait pour ça, quoi. Bon, tout ce qu'on va vous dire, c'est que vous pouvez aller vous cacher dans le métro, mais si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de métro, eh ben, vous allez cacher dans votre cave si vous êtes à la campagne. Ensuite, est-ce que j'ai dit ça? Oui, ça je l'ai dit. Alors, ensuite, ça c'est une info que j'ai eue moi. Partout, tout le monde me le dit. L'armée russe est en train de se préparer à la guerre d'hiver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des pièces à changer sur les tanks, il y a des pièces à changer sur les BMP, il y a des pièces à changer sur les camions, il y a des protections à mettre. Par exemple, les Russes, ce qu'ils font sur leurs voitures, et ça va être fait là-bas, c'est que sur l'air qui rentre en bas de votre moteur, face à votre voiture, il y a une grille, et puis l'air rentre par là pour refroidir le moteur, et ben cette grille, elle est fermée avec un carton. Voilà. Parce que le vent glacé qui rentre, ça gèle beaucoup plus. Ça multiplie par 2 le froid, en fait. Donc les Russes font ça ici, ou à l'armée, c'est la même chose. Ils ont des trucs pour protéger ça. Les vêtements aussi, les vêtements évidemment, c'est pour ça que je vous demandais des dons pour les mamans, là, parce qu'elles vont commencer à tricoter des gants, elles vont commencer à tricoter des bonnets, des écharpes, des tout ça. Surtout des écharpes, c'est ça qu'ils veulent beaucoup. Alors je vous livre, mais je l'avais déjà dit ça, mais je vous livre un petit secret qu'il faut pas le dire, il faut pas dire aux mamans des soldats, parce que vous avez bien compris que cet argent, ces dons que vous faites avec cet argent, ça sert surtout à les réunir, parce que elles dépriment, elles pleurent, elles sont toutes seules dans leur village, etc. Avec cet argent, eh ben, on paye un taxi, on paye 2 taxis, on paye 10 taxis, euh, on paye aussi la psychologue, qui c'est pas gratuit, on paye le thé, les petits gâteaux, enfin tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui peut exister pour des mamans qui se réunissent, et on va les chercher, et on les amène. Voilà. Et on les ramène après. Donc, il y en a une la dernière fois qui m'a demandé si je pouvais la ramener sur ma moto parce qu'elle rêvait. Bah, j'ai dit non, mais le problème c'est que je sais pas avec quelqu'un derrière, j'ai jamais fait. Donc j'ai un peu peur qu'elle tombe. J'avais un peu peur qu'elle tombe, donc je l'ai pas fait. Mais elle avait un taxi qui l'attendait, enfin qui allait l'attendre de toute façon. Donc voilà à quoi ça sert tout cet argent que vous pourriez m'envoyer. Euh, et et donc voilà, donc c'est ça. Donc il se prépare à à la guerre d'hiver. Il y a des choses qui sont changées sur les chenilles, qui sont, ça c'est des choses, c'est du tactique, donc du théorique, du tactique, c'est des choses qu'on révèle pas trop. Euh, Parce que les Russes ont quand même, par rapport aux Européens, euh, imaginez-vous une guerre Europe contre Russie, dès que l'hiver va arriver, vos enfants, vos neveux, vous, imaginez-vous dans des tranchées où il fait moins 10, moins 15, déjà vous ne supporteriez pas déjà. Parce que vous avez trop l'habitude de votre chaleur de votre appartement, de votre bureau, de votre voiture, de tout ça. Enfin, et je comprends, hein, c'est pas une critique. Hein. Tandis que les Russes, ils vivent dehors en permanence presque. En plein hiver, par moins 30, les mecs ils sortent avec la hache, ils vont couper du bois, il n'y a pas de problème. Et bon, je veux pas dire qu'en France personne ne fait ça. Vous allez me dire que vous le faites parce que vous vivez dans les montagnes ou je sais pas où. Je suis bien d'accord, mais moi je vous parle de 80% de la population française. Pas, il y a peut-être bien 20% qui peut vivre comme ça aussi. Et encore, peut-être pas dans des conditions extrêmes comme les Russes. Les Russes, ils savent pêcher dans une rivière gelée, ils savent comment faire, ils savent qu'est-ce qu'il faut mettre au bout de la ligne à cette période, qui n'est pas du tout ce qu'on met pendant l'été. Euh, bon, il y a plein de choses qu'ils savent faire et qui ils sont faits pour l'hiver. Ils sont faits pour l'hiver. Leur matériel est fait pour l'hiver. Tout leur matériel, les tanks, les BMP, tout ça,
c'est des gros boutons, des gros trucs. Euh, c'est pas parce que c'est rustique, c'est surtout parce que quand vous avez des grosses moufles, et ben vous pouvez, bling bling, vous pouvez tirer les tirettes ou appuyer sur les gros boutons avec le pouce même s'il faut, parce que il faut que ça marche quoi. Voilà. Chose qui, s'il fait moins 30 ou moins 35, un Charles Leclerc, j'imagine que c'est fini quoi. Enfin, il marchera pas quoi. Voilà. Ensuite, une dernière information qui est à Souljansk. Souljansk. Alors là, ils ont reçu. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à Séviersk, ils avaient reçu beaucoup de bombes, mais là, c'est encore pire. Là, ils en ont vraiment reçu plein la gueule. Que des FAB, que des bombardements aériens. Euh, et on me dit, et j'ai entendu aussi la même chose, certainement avant une grande offensive, pour fermer encore cette poche et éradiquer tout ce qu'il y a dans la poche après. Voilà. Donc c'est technique en fait, c'est-à-dire que maintenant il pleut beaucoup. La Rasputitsa, c'est-à-dire la gadoue russe et ukrainienne qui est de la terre noire, moi je le vois ici. Hein. Si je sors avec mes bottes, alors qu'il pleut et qu'il y a cette boue, en 10 secondes, j'ai 5 kilos de plus à chaque pied. Et je peux pas les enlever. Hein. Je secoue, ça s'en va pas. C'est collé. C'est collé à votre dessous de chaussures de bottes et le reste est collé à ce morceau qui est collé et etc. Et ça fait des couches et vous pouvez pas les enlever. Il faut un bâton, vous pouvez pas avancer comme ça. Donc imaginez sur des véhicules et sur des fantassins qui avancent, qui ont déjà leur barda, leur arme, leur munition et plus 5 kilos à chaque pied. Franchement, c'est pas possible. Vous pouvez pas aller à l'assaut comme ça, c'est pas possible. Donc ils attendent certainement qu'il fasse plus froid parce que c'est leur spécialité aussi. Et quand il va faire plus froid, par contre, ça va barder. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai eu comme information en plus, beaucoup plus précise que ce que je vous avais dit. Bon, je vous avais dit ça avance partout. En le disant, je me disais bien, bon, je leur dis ça avance partout, c'est vrai, mais ça fait un peu lèche, quoi. Bon, voilà. Donc j'ai réussi à avoir, j'ai demandé un peu à tout le monde, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, et j'ai reçu ça. Donc c'est une bonne chose. Et puis voilà. Donc moi, et à la maison, j'ai du boulot. Je vous ai pas montré les animaux depuis un moment parce que je sors pas trop, parce qu'on n'a pas chaud à la maison. Pour la bonne et simple raison que Madame Elena a décidé de changer de place à la chaudière à gaz. Et pour faire ça, il faut 50 millions de trucs qu'elle n'avait pas pensé. Il faut faire venir la compagnie de gaz qui va modifier les arrivées du gaz. Ça a été fait. Ensuite, il faut mettre le tube d'évacuation des fumées d'une certaine manière, d'une certaine taille, etc. Ça va être fait. Après, bon, il y a encore d'autres trucs à faire, je vais pas vous saouler avec ça. Ah si, il y a un truc, si. Alors ça, c'est incroyable. Comme les pompiers n'ont pas le temps de venir vérifier, parce que normalement ils doivent le faire, il faut faire une photo de ce qu'on a fait, ou un petit film de ce qu'on a fait, aller chez les pompiers, montrer le travail qui a été fait, et ils valident ou ils valident pas. Voilà, c'est des spécialistes, un spécialiste qu'on voit de ça, et il valide ou il valide pas, donc en général il valide, parce que c'est du travail qui est correctement fait. Ensuite, il faut que une personne qui nous avait dit qu'il viendrait et puis qui vient pas en fait. Et alors peut-être, je sais pas qui Elena a contacté. Pour l'instant, on n'a personne pour venir installer ces fameux tuyaux qui se remplissent d'eau, vous savez, en métal, là, qui se remplissent d'eau et qui chauffent toute la maison. Il faut les brancher, il faut faire tout ça. Et pour l'instant, il n'y a personne. Donc, il fait un peu froid dans la maison. Donc, j'allume le four russe. Heureusement qu'il est là, celui-là. Alors, ça chauffe bien. Là, je l'ai allumé. Je sens déjà dans mon bureau là que la chaleur arrive. Mais on dort avec, vous savez, comme dans le temps, vous avez peut-être connu ça. Moi, j'ai connu un drap, enfin une couette et un édredon et collés l'un contre l'autre, quoi, pour se tenir chaud à deux dans le plumard. Et voilà. Et les chats. Bon, il y a Dina qui voudrait bien venir avec nous, mais Elena veut pas que le chien monte sur le lit, donc
Donc bah la pauvre, pas la pauvre parce qu'elle se met devant le mur bouillant du four et elle dort là. Donc là elle a chaud là et le rayonnement est super là. Bon voilà. Et ben écoutez, je vous laisse et puis je vais aller chercher du bois justement pour remettre le feu en route de la cheminée parce que j'en avais presque plus là. J'ai fait un feu avec ce qui restait et il faut que j'aille en rechercher. Voilà. Allez, bonne journée. Pensez aux mamans des soldats s'il vous plaît. Euh, Voilà, prochaine vidéo certainement après-demain, parce que demain soir, je vais en profiter, c'est l'anniversaire d'Elena. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe un anniversaire en Russie. Surtout que là, j'ai quand même essayé de faire les choses bien. J'ai voulu qu'elle ait le plus chouette anniversaire de sa vie, puisque elle a 55 ans. Donc je lui ai dit que vous étiez beaucoup à lui avoir souhaité son anniversaire sous la dernière vidéo. Et voilà, elle a dit merci. Et voilà, je vous ferai une vidéo de ça, de tout ce qui va se passer. Moi, j'attends avec impatience sa tête quand va arriver le lapin avec son cadeau, le lapin géant. Avec, c'est un joli lapin, hein, vous verrez. C'est pas un truc en truc gonflable et tout ça. Non, non, c'est vraiment c'est un énorme un truc géant, mais en tissu quoi, en feutre, enfin c'est joliment fait. Et j'avais le choix entre un lapin mâle avec une sorte de costume à queue de pie, ou un lapin mâle en petit gavroche, ou les filles, et j'ai trouvé les filles beaucoup plus mignonnes, avec des grands yeux, puis des grands cils, comme ça, c'était mignon. Donc j'ai choisi ça, avec une robe rouge, voilà. Donc on verra tout ça demain, nous, et puis vous après-demain, je pense, que je mettrai ça en ligne juste après. Enfin le lendemain, quoi, voilà. Euh, Et puis, je voulais rajouter une seule chose, c'est que il y a un des deux touristes qui est venu à Kazan là, qui m'a rapporté une barre de Toblerone de 5 kilos, un truc énorme. J'en ai chié à la ramener dans mon sac à dos, je vous dis pas, pour les mamans des soldats. Donc, demain matin, je vais acheter tout ce qui manque pour l'anniversaire d'Elena, et en même temps, c'est prévu que j'aille déposer la tablette avec son message à au centre social où se déroulent les réunions. Voilà. Donc je vais bien leur expliquer que c'est pas pour manger comme ça, hein, c'est pour les mamans quand il y aura la réunion. Voilà, parce que si j'y vais en moto, je pourrais pas trimballer la barre de 5 kilos avec moi. Quoi. C'est tellement grand que je saurais pas où la mettre. Quoi. Et puis si je la fais tomber sur la route ou quoi, bah non, je préfère faire comme ça. Donc voilà, donc ils m'ont déjà remercié pour lui, c'est pour Alban, elles ont déjà remercié, enfin les dames du centre social ont déjà remercié, ont déjà trouvé l'idée extraordinaire, et voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse, gros bisous les filles, les garçons, je leur serre la pogne, et à plus tard.